qui gère les clubs. Bon, un entraîneur qui n'arrive pas à enchaîner 2, 3 victoires. Avant, on donnait un peu de temps à l'entraîneur, disons un peu de temps. Ici, en Algérie, on dit 3 mois, 4 mois. Bon, c'est pas beaucoup, mais on accepte. Maintenant, c'est 2 matchs. Moi, je connais un entraîneur qui a tenu 20 jours. 20 jours, c'est pas normal. Quand, tout à l'heure, il a cité Wenger. Wenger, il est à 22 ans. 22 ans, 22 jours. Sans faire de résultats. Sans faire de résultats, et encore, c'est bien dit, sans faire de résultats. D'ailleurs, hier, je lisais Emmanuel Petit, l'ancien international de France, il dit Arsène Wenger, il faut qu'il parte. 22 ans, aucun titre. Il critique tout le monde, lui. Mais 22 ans à la tête d'une équipe qui n'a gagné aucun titre. Pour revenir au sujet, seulement pour avancer, parce que le temps passe oui, vite. bien sûr. Donc, il y a certaines disciplines, peut-être l'athlétisme un peu moins, le judo peut-être, mais le handball, les sports co de manière générale, le football, ils travaillent sous pression. Il y a une pression quand même qui s'exerce par rapport... Quelle relation doit avoir justement l'entraîneur avec son employeur, avec ses joueurs, avec la presse, avec les supporters? Actuellement, avant c'était difficile d'être entraîneur, maintenant c'est encore plus difficile, tout simplement parce que maintenant le sport est médiatisé. Qui dit médiatisation dit plus de responsabilité. Responsabilité, ça veut dire plus de pression. Plus de pression, le stress et tout, ça amène les entraîneurs, les joueurs à faire des erreurs parce que le stress, il faut le gérer. Maintenant, il y a des entraîneurs. Moi, ce que je pense, l'entraîneur, il faut qu'il soit compétent, c'est clair. Il faut aussi que les joueurs adhèrent à ça. Par exemple, je toujours pose des questions à mes joueurs. Nous, on va jouer comme ça. S'il y a quelque chose, si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est maintenant. Si on s'entend sur ça, il faut l'appliquer à 100%. Il ne faut pas remettre en cause un système après une défaite, parce que le problème, ce n'est pas le système, le problème, c'est l'application du système, en fin de compte. On a en football, on joue 4-4, demain, football, mais lorsqu'on chauffe, on a sur le plateau des techniciens qui disent non, il aurait dû jouer comme ça, comme ça. Mais le système, le problème, c'est les duels, le problème, c'est la fermeture des espaces, le problème, c'est ça qu'il va falloir régler. Mais ça, toujours, si les joueurs ils sont convaincus, la chose la plus importante pour les joueurs, pour moi, les joueurs, il faut qu'ils comprennent aussi, parce que quand ils se mettent à l'entraînement, ils ne comprennent rien du tout. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils soient convaincus. Je donne des choses, mais ils sont convaincus. Sinon, quelqu'un qui n'est pas convaincu ne va pas appliquer la chose à 100%. Et après, j'ai l'application. Là, ça va marcher. Maintenant, si des entraîneurs, ils arrivent à faire tout cela, je ne pense pas qu'il aura des problèmes. À condition qu'il ait un président connaisseur. Voilà. On n'a pas besoin de président technicien. Connaisseur, l'entraîneur il est en train de travailler, de bien travailler. Parfois, les résultats ne viennent pas. On est en train d'oublier quelque chose de très important, facteur chance. Dans le sport, il existe. C'est vrai que ce n'est pas... mais facteur chance existe dans les sports collectifs. Parfois, si on voit là, il y a des équipes sur tirage au sort, favorables. Ils vont jouer contre des équipes, ils ont des blessés. Ça la barre transversale alors que... Voilà, facteur chance existe, mais il faut que les présidents, tous les responsables qui sont avec l'entraîneur, il ne faut pas qu'ils soient influencés par l'extérieur. Parce que l'extérieur aussi, ils ont des joueurs. Maintenant, même les joueurs, avec les réseaux sociaux, ils oublient qu'ils sont maintenant, surtout dans les footballeurs et tout, c'est des hommes publics. Les gens sont en train de les surveiller et tout. Une simple déclaration d'un joueur, ça va arriver au public, ça va influencer sur l'ensemble. C'est un environnement. Et ça, c'est le rôle aussi de l'entraîneur, des responsables, de dire à ces joueurs-là, vous êtes responsables. La première des choses. Et responsabiliser à 100%. Parce que derrière une politique, il y a une certaine politique. Quand on parle avec des joueurs maintenant, c'est surtout salaire 200 millions, 300 millions, mais il faut, premièrement... Contrepartie, oui. Un homme public... Il doit se respecter, il doit être responsable, surtout pour son club. Donc pour les relations avec son employeur, que ce soit la fédération, le club, avec ses joueurs,
c'est eux qui vont sur le terrain, même si on leur a donné des connaissances, on les a fait travailler, etc. Mais à la fin, c'est eux. Nous, on est derrière. Il y a un public, il y a des médias, il y a des échéances, il y a des défaites, il y a des victoires. Comment gérer tout ça? Est-ce qu'il faut, sur le plan relationnel, sur le plan de la communication, il faut aussi maîtriser cet aspect? Bien entendu, c'est organiser un peu l'entraînement maintenant, au moment où je suis du judo, mais je sais qu'en football et en handball, par exemple, dans le sport collectif, et toujours dans la planification d'entraîneurs, il y a des moments consacrés à la presse pour communiquer avec eux. Oh, c'est le relais Des fois non, on refuse. Enfin, mais en principe de parlement, maintenant, il y a des créneaux réservés pour la presse et pour pouvoir communiquer. Et là, quand on communique, comme il a si bien dit, quand on a un projet clairement défini, qui est adopté par les joueurs, par les responsables et par les joueurs, par le public, par tout le monde, je pense qu'on peut atténuer les problèmes et on peut avoir de meilleurs résultats. Voilà. Donc, vous êtes d'accord? Peut-être un peu moins en athlétisme, on a moins de pression, on vous laisse travailler tranquille, sauf l'obligation de résultat. Oui. La seule différence, c'est que le résultat pour nous, c'est tranchant, c'est concret, c'est précis. C'est donc, c'est... Le résultat, c'est... Oui, mais... Le facteur chance, là... Le facteur chance, il est un peu réduit. Non, facteur chance sur 100 mètres, je pense pas. À part que tout le monde glisse là. Même en judo, maintenant, le facteur chance est réduit. Pourquoi? Réduit, mais quand même, par exemple... Les ventes, il y a ce qu'on appelle tête de série maintenant. Il y a le ranking list international. Par exemple, le premier n'a jamais eu le deuxième, mais ils sont séparés. Donc, il ne peut pas y avoir beaucoup de surprises. Hein. Donc, tout est guidé. Ah, d'accord. Tout est guidé. Donc, c'est ce qu'on appelle un tirage au sort dirigé. Pas pratiquement. Voilà. Pas 100%. Mais... Un autre aspect que je voulais évoquer avec vous, messieurs, c'est quand l'entraîneur n'est pas sur le terrain, avec ses athlètes, avec son équipe, est-ce qu'il fait autre chose? Il prépare, il s'actualise. Il n'est pas sur le terrain, pourquoi? Quand ce n'est pas le moment de l'entraînement, il est en dehors du terrain. Il est chez lui, il est... Ça reste jamais de penser à l'entraînement. J'avais oublié un élément important dans le staff. Oui. Celui qui filme et classe les images. Oui, ça c'est important. Ça c'est important. Par exemple, l'entraîneur, au moment de répit, comment on dit au moment de répit, il doit se documenter, voir. Non, parce que là on utilise filmer les matchs, c'est très important. Parce que le premier adversaire de l'équipe, c'est les joueurs eux-mêmes. Il faut que les joueurs s'observent. Chaque fois, je le dis, le premier adversaire de notre équipe, c'est nos joueurs, c'est Hna. Si on ne fait pas les erreurs, si à chaque fois tu le joueur, parce qu'avec la vidéo et tout, quand tu dis au joueur, là, tu t'es trompé, il ne va pas parler, hein, parce que tu vas remontrer l'autre, voilà, il se cote. Mais un joueur qui ne se corrige pas lorsqu'il se voit jouer, il se voit qu'il ne se corrige pas, c'est grave. C'est très très important. La vidéo, c'est... Déjà, à l'entraînement, on fait ça. À l'entraînement, quand on fait des matchs match amical entre nous ou les matchs filmés, ça nous aide beaucoup. Et en dehors de visionner Est-ce que stage pendant le stage ou parce que c'est différent? Parce qu'un entraîneur, il a entraîneur national, entraîneur de club, c'est différent. 4 heures de travail sur le terrain, proprement dit, etc. Après, un travail en dehors du terrain. Moi, je connais des entraîneurs, vous voulez dire. Oui, bien sûr, il y a un travail en dehors du terrain. Dans le judo, par exemple, on prépare le prochain adversaire. On l'observe. On étudie ses points forts, ses points faibles, ses individualités, comment l'adversaire joue à l'extérieur. Pour préparer un déplacement. Pour préparer un déplacement, il faut c'est-à-dire s'assurer des détails. Bien sûr, tout ça, c'est-à-dire c'est l'entraîneur qui le prépare. Bien sûr, maintenant, s'il y a un staff tout autour, on responsabilise des gens, mais reste c'est lui qui chapeaute, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui prépare, c'est lui qui programme. Je voulais ajouter un aspect important. L'entraîneur, il doit travailler. Il doit travailler régulièrement, parce que si on perd la main, parce que là je considère que l'entraîneur c'est un athlète. L'athlète il tire sur le tapis, l'entraîneur il est là, il travaille. Et il faut qu'il soit alerte parce qu'il y a les réflexes. Le regard, les commandements, les ordres qu'on donne, ça s'acquiert, pas la pratique sur le terrain. Il faut qu'il reste en activité.
Il faut qu'il reste en activité. Mais Yassine, ça diffère. C'est mon point de vue. Il y a des entraîneurs qui sont toujours derrière leurs joueurs. Moi, je suis contre. Mais peut-être je me trompe. Parce que je pense même le joueur, parfois, il y a des joueurs. C'est la besoin de distance qui m'a dit. Il y a des choses, il y a des spécificités. Chaque joueur a un dos. Là, on avait un joueur, par exemple, qui نهضروا على sur le plan scientifique et tout خلينا بصح كاين des exceptions اللي ديرهم pendant les matchs. Par exemple, on avait Redouane Saïdi avant le match لازم له قهوه حليب ونص خبزه اسمه كونفيتير وزبده. با انت كي تشوف ان جوار باراي تقول هذا مي سي ان فو. مي هو ما تعطيلوش هذه ما يلعبلكش يدخل لك للماتش 100%. En tant qu'entraîneur, je ne vais pas lui changer la ou l'habitude. Il y a des joueurs, par exemple, des joueurs qui boivent beaucoup de coca. Ce problème s'est posé avec un entraîneur, à l'étranger. Il y avait un médecin, Boudiaf, qui a dit avec le club. À table, c'est interdit le coca. قال له اطلع لا شومبر تصيب عندهم ماشي كوكا انت تجي ومن بعد سي دي بروبليم اللي يبداو ومن بعد il faut être attentif à ces détails il faut voilà il faut pas un entraîneur ماشي par exemple يقرا هكذا il faut y appliquer à 100%. Il faut voir l'intérêt de l'équipe. Si l'intérêt de l'équipe passe par l'intérêt du joueur sur un truc pareil, il faut laisser. Il ne faut pas. Bien sûr, même en matière d'éveil. Ça, c'est la bonne gestion de l'entraîneur. Et puis, en plus, les mentalités ont changé, les générations ont changé. Ce n'est pas la génération des années 70, des années 80 que la génération de 2000. C'est-à-dire, si tu ne peux pas gérer le groupe de la manière qui fait il pense, ça ne peut pas réussir. Je pense qu'il y a la faculté d'adaptation. Il faut que l'entraîneur soit flexible. Qu'il s'adapte à son groupe, à son époque. C'est-à-dire, c'est pas la même époque. Les années 70, c'était l'entraîneur qui vient avec le truc, qui donne des ordres, le même repas et tout. On voit la première fois, on était. Pour cela, Yassine, que vous trouvez des conflits entre joueurs. La première fois aux Jeux Olympiques, par exemple, de Pékin, on était au village olympique. Il y avait Usain Bolt. C'était la première compétition, là où il a émergé, où il a fait les records du monde. La veille, c'était le jour de son anniversaire, c'est-à-dire Yumin. C'était 2 ou 3 jours avant la finale du 100 mètres. Il a veillé, il a fait la fête pratiquement jusqu'à l'aube. Nous, on était au village. Quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit, bon, si c'était mon athlète, je l'aurais... Deux jours après, j'ai parlé avec son coach. Allez, c'est comme ça qu'il travaille, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut qu'il fasse la fête jusqu'à 3 h du matin, 2-3 jours avant la compétition. Peut-être, de point de vue psychologique, c'est une façon d'évacuer le stress, je ne sais pas, ça doit avoir une explication. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est comme ça qu'il a fait justement un record du monde. Donc, Monsieur Mabed tout à l'heure a parlé d'un aspect très très pointu qu'on connaît très bien, surtout chez les athlètes qui pratiquent l'athlétisme. La relation entraîneur, il a parlé de regard, il a parlé de gestes. Non, c'est une relation un peu, c'est une relation un peu particulière parce qu'on passe pratiquement entre 5 et 8 heures par jour avec cet athlète. Un entraîneur de haut niveau, allez, disons maximum dans une discipline technique à caractère force-vitesse, on ne peut avoir que 2, maximum 3 athlètes. Donc, ça diffère. Par exemple, si Salah il a un groupe qui est composé de 16 ou 20 athlètes, ce n'est pas le cas pour moi. Quand on est en stage avec 2 athlètes, ce n'est pas la même relation que si on a un groupe de 20 personnes. Et là, ça change la danse, ça change tout. C'est-à-dire la relation, ça devient pratiquement comme un père ou comme une petite sœur si c'est une athlète, etc. Et ça change la perception et la relation et l'approche de entraîneur-entraîné. Ça devient plus ou moins... Oui, on dépasse très largement le cadre entraîneur-entraîné du fait que c'est une relation qui dure généralement au bas mot un cycle olympique, c'est-à-dire quand on spend 4 années avec
avec une seule personne, athlète ou pas, et qu'on passe pratiquement 8 heures avec la même personne, avec 7 athlètes, et qu'on est censé répondre à des impératifs autres que techniques. Par exemple, il y a le côté administratif qu'on doit nous-mêmes plus ou moins gérer. Sentimental. Oui, il y a le côté médical qu'on doit... On n'a pas un médecin à notre disposition, donc si vous voulez, c'est nous-mêmes qui l'oriente vers une spécialité ou là une autre, donc on doit avoir un minimum de connaissances dans le domaine. On est, bon, là je vais peut-être dire, on est même obligé dans certains cas, dans la plupart des cas, à suivre tout ce qui est un apport extra-alimentaire, donc tout ce qui est avec le problème de dopage, on doit être au courant, très vigilant. On est obligé de donner un supplément alimentaire. Il ne faut pas se leurrer, tout le monde le fait. Et maintenant, il faut savoir donner ce qu'il faut, quand il faut, pas tomber dans le trafic, dans ce qui est positif. Oui, donc c'est tout un système, c'est toute une relation. Il y a une relation de confiance, c'est-à-dire quand on donne quelqu'un un médicament, il faut qu'à la base, qu'il y ait un minimum de confiance entre l'entraîneur et l'entraîné. Et donc tout ça fait que la relation est vraiment particulière. Ah, oui. Très bien. Une dernière question, parce que le temps pratiquement est terminé. Peut-être que c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, hein. C'est pour ça que j'invite nos amis téléspectateurs à réagir sur notre page Facebook. Une dernière question pour vous tous, messieurs. Si vous n'avez pas été entraîneur, quel aurait été votre métier? Salah. Déjà, le choix d'entraîneur, je suis venu en tant qu'entraîneur. J'avais dit, j'ai fait l'ISTS parce que ça pouvait m'aider dans la carrière sportive. Bah, je me suis retrouvé entraîneur. Vous avez fait les sportifs, vous avez fait l'équipe nationale. Et pour l'équipe nationale, parce que qu'étudier à l'ISTS ou la liste sportive, ça me permettait de m'absenter à l'équipe nationale sans problème. Vous ne regrettez pas? Hein? Non, pas du tout. Regretter. Non, pas du tout. Je suis peut-être commerçant. Commerçant. Ah ouais. Commerçant. Et vous, monsieur Aziz? Bon, moi, je dirais que je ne pourrais pas faire autre chose qu'entraîneur, du moment que j'ai pratiqué le football pendant... Mais sinon. J'ai fait une carrière de 24 ans quand même comme footballeur, c'est-à-dire... Sinon, je dirais, comme l'a dit si bien mon père, Allah yarhamou, militaire, hein. Militaire, très bien. Mohamed. Moi, je ne me suis jamais posé la question, mais comme ça, je dirais architecte. Architecte. Parce que c'est plus ou moins la même chose qu'un entraîneur, c'est quelqu'un qui décide d'un plan et c'est pas lui. C'est un bâtisseur. Oui, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui élabore un projet. Monsieur Mustafa. Quand j'étais petit, j'habitais juste là où j'habitais à Bourouba. À Bourouba, il y avait un stade devant chez nous. الصباح كي نوض الصباح هكذا نروح نطلب لصحابي في الدار جو برون لو بالون جو غارد لو ستاد ونقولوا نجيبوا دورو باش نلعبوا ماتش jouer un match. Donc j'avais avec l'élan avec mon père voulait de faire de moi un médecin. بعد il m'a pas pu, je suis allé au CNEPS, j'ai fait une formation au CNEPS au maître de PS à l'époque وطلعت بالعقل. Donc je ferai autre chose qu'entraîneur pour l'instant. C'est mon vocation. Et dans ce que vous avez dit, hein, il y a tous les aspects qu'on retrouve chez l'entraîneur. Hein. Il y a le militaire, il y a le médecin, il y a l'architecte, il y a le commerçant. Beaucoup, en tout cas. Pardon, avant de terminer, je voudrais juste parler d'un entraîneur formateur. Rapidement. L'entraîneur formateur, c'est celui qui prépare la pépinière, la base. L'initiation. Ah oui, c'est un métier. Je vais ajouter quelque chose d'important. Depuis la création des JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse, le concept de l'entraînement sportif a changé. D'accord. Maintenant, il faut revenir à la base. Il faut commencer à 3 ans à former des athlètes. Nous sommes encore restés à ce niveau-là. Non, on n'a pas évolué. Il faut attirer une attention particulière sur l'entraîneur formateur. Il faut qu'on commence à la base. On y reviendra. Pour moi, l'entraîneur il doit s'adapter. كاين proverbe arabe يقول لك إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم. Parce que les conditions في الجزائر حنايا il faut que quelqu'un s'adapte. Voilà, c'est la chose la plus importante. Merci, messieurs, à vous tous. On n'a pas assez dit, donc
Je rappelle la page Facebook, le sport en question, réagissez. Et j'espère vous retrouver dans une autre occasion future pour parler d'autres thèmes, d'autres sujets. Merci à vous tous, au revoir. Merci à vous. Bienvenue dans le grand jeu SMS Canal Foot. Participez avec nous et tentez de gagner ce magnifique téléviseur Samsung LED en répondant à la question du jour. La Coupe du Monde de football se déroule 1. tous les 4 ans, 2. tous les 6 ans. Envoyez 1 ou 2 au 66 019 ou bien par téléphone fixe au 36 00. Chaque semaine, le nom du gagnant vous sera dévoilé. Bonne chance à toutes et à tous. Le concours Canal Foot avec la participation de... Bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau numéro entièrement consacré à la ville de Djelfa. L'eau rendait le terrain marécageux. Et après sécheresse, le sol se fendillait et donnait une croûte. Cette croûte, qu'on appelle en arabe Djelfa, a donné le nom à la ville et à la wilaya. J'ai investi dans ma ville et j'ai construit un établissement touristique et hôtelier pour rendre service à ma wilaya et pour présenter tout ce qui est hospitalité, tout ce qui est générosité de la ville. Laissez-vous compter la ville de Djelfa en regardant Trésor d'Algérie, jeudi soir à 20h45. Chers amis téléspectateurs, soyez bienvenus dans votre rendez-vous bimensuel, rendez-vous théâtre, marhaba bikoum, comme chaque mercredi pour les habitués. Nous avons donc un rendez-vous pour parler d'une pièce théâtrale. Ce soir, on va vous présenter Djouha. Mais ce soir, eh bien, on va faire un procès à Djouha. La pièce en question, Muhakamat Djouha. L'auteur de la pièce est avec moi ce soir. Je vous présente Monsieur Chérif Ledra. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? La base. Très bien, nous sommes très heureux de vous recevoir. Donc, Monsieur Chérif Ledra, vous êtes professeur de littérature comparée, oui. Vous êtes professeur de littérature comparée donc à l'université d'Alger. Et un jour, vous avez décidé de faire un procès à Djouha. Bon, avant d'écrire cette pièce, j'avais l'idée d'écrire sur l'intellectuel. J'étais à Adrar et comme par hasard, j'ai lu البصائر والذخائر de l'auteur arabe Abou Hayyan التوحيدي. وشفت تما اكتشفت أجحا كيف انه واحد يسموه أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء اهتم بنوادر هذه الشخصية اللي في العادة يعتقد الناس أنها مجرد أسطورة.
C'est vrai que bon, l'image de Tcha reste très mythique. On ne sait pas si véritablement ce personnage a existé. Est-ce que c'est un personnage sage? Est-ce que c'est une personne plutôt bouffonne? Doit-on apprendre de Tcha ou rire de Tcha? En réalité, ce personnage a existé vers l'an 60 de l'Iger. 4 siècles après, les gens ont commencé à rassembler النوادر تاعو parmi autres توحيدي الأبي مام فقهاء مثل ابن الجوزي ونلقاو من الإشارات الأولى عليه نلقاو ابن النديم مذكر باللي كان في عصره في بغداد وفي غير بغداد كانت الناس تتداول نوادر تحت عنوان أجحا. Tout à fait. Donc en réalité, il a existé. Il a existé. C'est-à-dire qu'Ibn Nadim, je crois qu'il lui a réservé une certaine partie, un chapitre, le chapitre des bouffons. En fait, pour lui, c'était véritablement Kitab al-Hamqa, je crois, chez Ibn Nadim. C'était véritablement un personnage, une personne bouffonne. De toute façon, vous savez quoi, Monsieur Ledra, nous avons notre collègue Wafa Meftah qui nous a fait un portrait sur le personnage mythique et historique de Tcha. Nous allons le découvrir ensemble. Il était une fois Tcha ou Moula Nasr ad-Din, ce personnage du folklore traditionnel du Moyen-Orient que l'on retrouve en Afrique du Nord, en Chine, en passant par l'Égypte, la Syrie et la Turquie. Tantôt idiot, tantôt sage, Tcha nous a toujours fait rire, ou du moins sourire, par sa naïveté ou son sens de l'absurde qui tourne en dérision. En s'impliquant dans un large spectre de situations, de la narration enfantine naïve à la méditation profonde, religieuse ou philosophique. On le retrouve en action dans les lieux publics tels que la mosquée, le hammam, dans son vignoble ou même dans sa maison sur la place du marché. Et il traite de questions comme la justice sociale, la paresse, l'étroitesse d'esprit, la gourmandise, l'égoïsme, l'ignorance, les privilèges de classe, la mort, le destin de l'homme et les mystères de la vie. Si ces anecdotes ont été publiées pour la première fois en turc vers la fin du XVe siècle, elles sont inspirées des aventures d'un certain Tcha d'origine arabe qui aurait vécu au Xe siècle. Par ailleurs, on y retrouve des influences indiennes, persanes, voire grecques. Parfois, on ne les raconte même pas, on se contente souvent du titre qui fonctionne comme une sorte de proverbe. Ainsi, parle-t-on pour caractériser certaines situations du clou de Tcha, de scier la branche sur laquelle on est assis, de percher le faux pour avoir le vrai, et ainsi de suite. احمد اطلق يدي راح تكسرها لي سامحني شو هذا صاحبي؟ ماشي اخويا اسمح لي يا اخي اسمح. Le 12 avril 1926, le regretté Al-Lalou donne à une représentation théâtrale intitulée Tcha. Cette pièce jouée en arabe dialectal est considérée comme étant celle qui sera à l'origine du théâtre algérien, même si dès le début du Xe siècle, des troupes égyptiennes avaient donné des spectacles en Algérie. Car comme le suggère le titre même de la pièce, le personnage intimement lié à la culture orale et au conte maghrébin, cette pièce alliait le genre populaire et la structure théâtrale. وما يفهموش تربيهم بلغه اللي ما يفهموهاش هما ما فهموش اللغه اللي راح تتكلم معاهم ولهذا استدينا حتى تجينا روايه اللي تكون بالعربيه الدارجه الجزائريه واول انسان وصل لهذه الدرجه وجاب لنا روايه بعد 3 سنين من بعد هو علالو بروايته روايه جحا. Tcha aura été de tout temps ce personnage qui a su attirer l'attention de plusieurs générations à travers ses histoires ludiques, porteuses de messages et de moralité, de vraies leçons de vie, dont seul Tcha maîtrisait le secret.
Voilà, donc sagesse, rire, bouffonnerie, clownerie. Il existe une expression arabe qui dit qu'entre la sagesse et la folie, il n'existe qu'un cheveu. Donc, pourquoi faire un procès à Juha? Qui le juge ici? Bon. جحا يعني كما قلت هو من البداية في الأساس يعني